22h16 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, l'une des candidates à l'élection présidentielle, Ramayad. Bonsoir Ramayad. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Nuit. D'abord un fait d'actualité, Manuel Valls a pris une gifle tout à l'heure lors d'un déplacement de campagne à Lamballe en Bretagne. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous n'avez pas peur, vous aussi, de cette violence qui peut s'installer dans une campagne? Oui, je suis vraiment choquée de voir certains rire, se moquer, prendre cela à la légère. C'est la perte d'autorité de ceux qui sont censés faire autorité qui s'expriment là. Et je dirais même un manque total de respect. On a le droit de ne pas être d'accord. Parce que c'est un ancien Premier ministre ou tout simplement parce que c'est un responsable politique. Comme le policier est un responsable, comme le maire est un responsable, comme le médecin est un responsable, comme l'enseignant est un responsable, s'attaquer finalement à ceux qui sont supposés assurer un certain ordre social, une certaine régulation sociale, c'est finalement remettre en cause tout ce qui fait la civilisation. Bon, venons-en à vous, à votre candidature, à la présidentielle qui approche. Est-ce que vous avez recueilli les 500 signatures? Pas encore, et à vrai dire, personne n'a la moindre signature à l'heure où nous parlons. Ah bon? Non. Quand vous dites personne? Aucun candidat. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il avait 517 signatures. Non, les parrainages, les bulletins de parrainage partiront des préfectures le 23 février exactement pour être adressés aux élus qui vont être les parrains. Mais ça veut dire qu'il ment quand il dit j'ai 500 signatures? Il a 500 peut-être, j'en sais pas, promesses de signatures. Et vous avez 500 promesses ou pas encore? Non, je n'ai pas terminé. Non, je suis à peu près au mois de décembre. C'est ma dernière comptabilité depuis j'arrête de compter publiquement en tout cas. Oui. J'étais à 300 avant les fêtes de Noël. 300 avant les fêtes de Noël. Dans votre programme, il y a 250 propositions que j'ai examinées. Il y a ce que propose tout le monde, donc il y a d'autres personnes, et puis il y a des choses assez innovantes. Alors d'abord, assainir le système financier, alléger la pression fiscale des PME, quitter la pauvreté, tout le monde veut ça. Oui, ça, c'est pas des propositions, ça c'est des grands titres. Oui. Et à l'intérieur de ces grands titres, il y a des propositions. Ce que je veux, c'est représenter la France des oubliés. La France des oubliés qui a soif, non pas de compassion. Ça, c'est le slogan de Marine Le Pen, ça. Pourquoi, lorsque je parle de la France des oubliés, me ramène-t-on tout de suite au Front National? Est-ce que j'ai une tête à être du Front National? Et pourquoi Marine Le Pen aurait l'exclusivité de représenter cette France-là, qui a soif, vous disais-je, non pas de compassion, mais de reconnaissance? Vous savez, cette France-là, c'est même pas qu'elle est en révolte, elle est en retrait du champ démocratique. Et il est vrai que, depuis que je me suis déclarée le 21 avril à la présidence de la République, j'ai fait preuve d'une certaine discrétion médiatique parce que j'étais sur le terrain. J'ai parcouru 70 000 kilomètres désormais, 70 000 kilomètres dans cette France des oubliés justement, sans caméra, sans médias, rien. À l'étranger aussi, parce que nous avons aussi des Français qui vivent à l'étranger. Je suis allée aussi jusqu'en Outre-mer, jusque dans les Outre-mer. J'ai été dans les associations de femmes, j'ai été voir les jeunes, les petits entrepreneurs, agriculteurs, artisans, la France des quartiers populaires, la France des territoires ruraux surtout. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Il n'y a même pas de la révolte, il y a un retrait du champ démocratique. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec la politique, avec la démocratie. Vous savez, je vais vous dire, un nouveau tiers-État s'est constitué en France. Il faut une nouvelle nuit du 4 août pour abolir les privilèges. J'en ai la conviction. Les privilèges, c'est les 925 parlementaires dont vous parlez. Vous dites c'est des privilégiés, il faut faire rentrer la démocratie au Parlement, une dose de proportionnel. On ne peut pas, par exemple, pas dire il faut que les Français se serrent la ceinture parce que l'état des déficits du pays est tel qu'il faut qu'ils se serrent la ceinture et en même temps avoir au Parlement un régime d'exception en matière de retraite et de chômage. Il faut commencer par donner l'exemple. Est-ce que vous avez vu que les 8 personnes les plus riches au monde le sont autant que la moitié de l'humanité? Ça vous choque pas, ça? Ça donne pas envie d'une nouvelle nuit du 4 août? C'est-à-dire, il y a un moment donné où la France, qui a longtemps été une république scolaire, où on s'élevait grâce au talent et au mérite, ça marche pas. L'ascenseur social est bloqué. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis légitime à porter ces combats-là. Parce que, justement, j'ai fait partie de cette France des oubliés. Donc, je la comprends et je la reconnais. Vous voulez un septennat non renouvelable. Oui. Pourquoi? Parce que 5 ans, c'est trop court pour faire. Et 2 fois 5 ans? 2 fois 5 ans, mais parce que le président élu la première fois aurait l'obsession de sa réélection. Et donc, le caractère non renouvelable vient du fait que le président s'en tiendrait à sa mission. Point. Et donc, il aurait peut-être de quoi trouver du courage pour faire les réformes. Et un septennat, parce qu'il faut du temps pour que les réformes aboutissent à du résultat. Vous avez 250 propositions, on n'a malheureusement pas le temps de les passer toutes en revue, mais j'ai remarqué que vous voulez par exemple plus de moyens pour les juges,
Mais en même temps, vous voulez fermer l'école de la magistrature et leur interdire les syndicats. Est-ce que c'est pas antinomique ? Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est une justice indépendante, responsable et qui a les moyens de son action. Vous savez que la justice, c'est là, les tribunaux, c'est là où convergent toutes les espérances et toutes les tragédies d'une société. On l'a vu, la loi Veil, par exemple, avait été précédée par des affaires d'avortement. Et la justice a traduit cela. C'est l'histoire de l'état de droit. Et aujourd'hui, on a une justice sinistrée. Regardez le tribunal de Bobigny, Toulouse, Rennes. Ce sont des tribunaux qui vont mal. 1 milliard de budget supplémentaire. Les moyens d'agir, d'accord. Mais il faut aussi de l'indépendance. Il faut qu'on arrête avec cette justice qu'on suspecte d'être sous les ordres, d'une justice qu'on suspecte. Et pourquoi les syndicats alors ? Pourquoi supprimer les syndicats de magistrature ? Parce qu'on ne peut pas, rappelez-vous l'histoire du mur des cons, du syndicat de la magistrature. On ne peut pas avoir des syndicats de magistrats politisés. Rendre la justice, c'est un acte très lourd. Vous tenez la vie des hommes et des femmes, des citoyens français entre vos mains, puisque vous décidez de leur liberté ou de leur incarcération. Et vous devez donc juger en fonction de quoi ? De la loi, et seulement de la loi, et certainement pas de considérations politiques qui rendent la justice suspecte aux yeux des concitoyens. Encore une proposition avant de parler d'autre chose. Vous proposez, alors il faut m'expliquer, un New Deal pour l'Afrique, nouvel atelier du monde. Comment ça ? Il y a des bonnes nouvelles du côté de l'Afrique, mais la France ne le sait pas. Les Français sont tenus dans l'ignorance. L'opinion publique, on lui parle beaucoup du terrorisme, de l'immigration, des réfugiés. Mais je vous assure qu'il y a de bonnes nouvelles du côté de l'Afrique. Lesquelles ? Sur les 10 pays à plus forte croissance au monde, 6 sont africains. L'Afrique connaît aujourd'hui une révolution technologique. Les startups se multiplient partout. Les fondations se créent partout. Une révolution écologique, une révolution financière. Ça veut dire qu'il faut faire du B2B avec l'Afrique ? Ce que je veux, c'est un plan Marshall. C'est-à-dire que la France est en train de rater le tournant. Après la décennie perdue, l'Afrique est aujourd'hui l'atelier du monde, c'est-à-dire l'objet des convoitises des grandes puissances de tous, sauf de la France, qui est en train de perdre tous les marchés. Le Sénégal vient de découvrir du pétrole. 3/4 des réserves du Qatar. Tous les marchés ont été pris par les Australiens et les Américains. Les Français, qui sont pourtant le pays avec lequel, qui est le premier partenaire de la France, rien. Du Sénégal, rien. Faut aller à Abidjan, entendre parler de l'Africa Web Festival. Faut regarder que dans le classement, on parlait des milliardaires tout à l'heure, dans le classement Forbes des milliardaires, les 100 milliardaires au monde, 29 sont africains. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Et pendant ce temps, la France recule partout. Et donc, oui, il faut un New Deal. Il faut aussi traduire cette nouvelle puissance africaine sur le plan politique. La France revendique un siège aux Nations Unies. Pourquoi la France, pays numéro 1 de la francophonie, ne porterait pas un vaste mouvement de soutien à un pays africain au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Ça pourrait être le Nigeria, ça pourrait être le Ghana ou l'Afrique du Sud. 2 petites opérations avant de nous quitter, Ramayad. Vous avez confié la semaine dernière au Figaro. J'étais parti sur un programme plutôt urbain, mais je me suis rendu compte que la France des oubliés, c'est surtout dans les territoires ruraux qu'on la rencontre. Pardonnez-moi, mais à défaut de découvrir l'Amérique, vous découvrez la France ? Non, ça fait 10 ans que je fais de la politique, ça fait 10 ans que Et pourquoi un programme urbain ? Je vous dis, c'est ce que vous dites dans le Figaro. On peut couper, c'est pas une interview, c'est des phrases reprises dans des discussions qui durent longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure que parmi mes... oui, c'est pour ça que c'est antinomique. Oui, c'est pour ça. Moi-même, je ne savais pas. C'est vous qui me l'apprenez. Donc, ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc dans le Figaro. Dans la France des oubliés, mais c'est écrit sur mon site, vous le trouverez dans le projet que je porte. Vous avez les quartiers populaires qui subissent un apartheid urbain et vous avez les zones rurales qui subissent un apartheid rural. C'est clair. Ces deux mondes-là, eh bien, je vais vous dire, la tragédie, c'est quoi ? C'est qu'on essaye de les opposer. En gros, les islamistes terroristes d'un côté, et puis de l'autre, la droite frontiste. Voilà, extrémiste. Les campagnes. Et on essaye de monter ces deux mondes. Eh bien, moi, j'ai vu un même monde, une même réalité. Les mêmes mots pour dire les mêmes mots, dans les deux sens du terme. Ça veut dire désertification, départ des services publics, sentiment de mépris d'hommes et de femmes qui payent les mêmes impôts que les autres Français, mais qui n'ont pas la même considération. Et donc, je veux incarner, dans un projet de réconciliation nationale, la France des campagnes et la France des quartiers populaires. Parce que ce sont deux catégories, ce sont deux Français, deux catégories, mais deux Français qui vivent, deux sortes de Français, mais des Français quand même, et qui demain auront aussi à assumer l'avenir de la France. Pourquoi les opposer ? Vous voulez mettre les gens au travail, ou en tout cas, vous n'avez en tout cas pas apprécié la proposition du revenu universel qui est soutenue notamment par Benoît Hamon. Je vais vous dire, l'énergie qu'on met
à vouloir rémunérer le non-emploi, le chômage, l'absence de travail, on pourrait mettre cette même énergie à inventer des emplois et à rémunérer les gens. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous compare à Emmanuel Macron? Vous êtes tous les deux en rupture de parti, vous êtes tous les deux des électrons libres, et vous êtes tous les deux avec beaucoup de fougue, beaucoup Des points communs et des convergences ne font pas, une parité. Ce qui est égal n'est pas forcément pareil, ou ce qui est pareil n'est pas forcément égal. J'ai 10 ans de politique, il en a 2. Je pense que les Français me connaissent, dans mes qualités comme dans mes défauts, parce que j'en ai aussi. Emmanuel Macron est un étranger, on ne le connaît pas. Il y a 2 ans à peine, moi je ne connaissais personnellement pas son existence. On le connaît peut-être un peu plus maintenant que vous dans les médias. Même Trump, vous savez, la vie ne se juge pas sur quelques mois de une de Paris Match. Moi, aux mises en scène façon Johnny, je vous l'ai dit, je préfère l'authenticité, le terrain, c'est ce que je veux démontrer. Je pense que ce sera une élection de l'authenticité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, même Trump, les Américains le connaissaient. Ça faisait 30 ans qu'ils partageaient leur vie médiatique, business, politique. Donc, il faut élire les gens, les Français doivent élire en connaissance de cause. Donc, on ne le connaît pas. Et deuxième élément, je vous ai parlé de la France des oubliés, de ceux qui souffrent. Je ne crois pas que Macron incarne la France des oubliés et porte même un projet en faveur de la France des oubliés. La transgression, c'est facile, mais vous savez, moi, je ne veux pas être frondeuse aujourd'hui. Je veux être fondatrice. Merci Ramayad d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.